Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette 7e édition de BIG sur le campus Proche et Moyen-Orient. Nous sommes actuellement à l'Accor Hotel Arena. Pour ceux qui ne pourraient pas être physiquement avec nous aujourd'hui, les ateliers sont rediffusés en live sur la plateforme big.fr et seront également disponibles en replay sur YouTube. Donc moi je suis Marie-Catherine Mollet, chargée de développement export pour BPI France au Moyen-Orient, en Turquie et en Asie centrale. Et je suis basée à Dubaï. Et nous sommes en présence aujourd'hui de Régis Monfron. Bonjour Régis. Bonjour. Vous êtes Chairman Investment Banking chez Crédit Agricole CIB. Vous êtes vice-président du Conseil France-Arabie Saoudite au MEDEF International. Et vous êtes également président du Conseil France-Égypte. Écoutez, tout à fait. Voilà, donc vous passez une grande partie de votre temps entre Paris et Dubaï, d'où vous traitez l'Arabie Saoudite évidemment. Et comme on le sait tous, l'Arabie Saoudite mène une politique assez agressive en termes de modernisation du pays, pour moderniser son économie, réduire la dépendance aux hydrocarbures, dans le cadre de la Saudi Vision 2030, lancée en 2016. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'économie saoudienne aujourd'hui ? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. J'arrive de Dubaï en fait, donc où effectivement je travaille beaucoup sur les Émirats, l'Égypte, mais aussi l'Arabie Saoudite. Et par ailleurs, nous venons de créer une filiale nouvelle en Arabie Saoudite et nous avons eu un conseil d'administration la semaine dernière. Donc je peux vous parler un peu de ce qui est un peu notre vision sur l'Arabie Saoudite. Bon, tout d'abord, l'Arabie Saoudite est un pays qui a des fondamentaux extrêmement solides. Tout d'abord, sa population, 35 millions d'habitants, dont 65% ont moins de 30 ans. Donc c'est vraiment un des pays qui a encore une démographie très dynamique. C'est le détenteur des deuxièmes réserves du monde en termes de pétrole, à égalité avec le Venezuela. Mais il faut savoir que le pétrole saoudien a la caractéristique d'être le moins cher du monde à l'extraction et aussi le meilleur en termes de qualité, comparé au Venezuela qui, lui, est plutôt dans le pétrole lourd. L'autre point, c'est que c'est un pays qui a très peu d'endettement à ce stade, même s'il a augmenté avec la crise. Il n'est qu'à 34% du GDP, donc c'est un des pays les moins endettés de l'OCDE, en fait, puisque maintenant l'Arabie Saoudite fait partie du G20, parce que d'ailleurs c'est maintenant la 19e économie mondiale, avec un GDP de à peu près 800 milliards de dollars. Ensuite, autre point très positif, c'est que, et c'est à mon avis le point le plus important, c'est un pays qui est entré, on va beaucoup parler d'économie, mais c'est un pays qui est entré dans un programme de changement sociétaux. Alors vous avez entendu parler de ce qui était absolument indispensable, de la libéralisation du traitement des femmes, mais ça en fait partie, mais ça va bien au-delà de ça, et c'est pas simplement de conduire. Un certain nombre de lois ont été passées récemment pour renforcer les droits des individus. Le droit du travail a été changé pour permettre aux employés de changer librement d'employeur. C'est aussi un pays qui est en train de réformer tout son droit du commerce. Et d'encourager ses marchés de capitaux. Au moment où je vous parle, la capitalisation boursière de l'Arabie Saoudite est supérieure à celle de la France. Bien sûr, c'est depuis l'introduction en bourse de Saudi Aramco, qui est la deuxième entreprise la plus valorisée du monde, à plus de 2 trilliards de dollars. Pour vous donner, le CAC 40, c'est 2 trilliards. Donc il y a une seule entreprise qui vaut autant que toutes les entreprises du CAC 40. Donc c'est un pays qui... d'ailleurs aussi renforce le droit des étrangers sur l'Arabie Saoudite. La grande inquiétude des entreprises et des institutions financières était généralement que quand vous êtes dans un conflit juridique en Arabie Saoudite, il était très difficile d'avoir une décision positive. Et là, très récemment, je ne vais pas vous mentionner le nom, mais il y a eu un procès qui dure depuis des années. Et on était très surpris et agréablement surpris de voir que les banques étrangères ont gagné le procès et obligent en fait la compagnie saoudienne à exécuter ses obligations. Donc c'est un ensemble de changements sociétaux qui sont extrêmement importantes et qui rentrent il y a un des 3 piliers, donc le pilier économique dont on va parler, il y a le pilier nation, et c'est très simple, c'est une nation ambitieuse, une nation qui va gagner, et ensuite c'est la partie sociétale, une société dynamique et libre. Donc c'est vraiment les 3 axes que le prince héritier développe de façon constante, et donc c'est un élément important, et l'objectif de l'Arabie Saoudite était pour 2030 d'être la 15e économie mondiale. Quelques traductions là-dessus, excusez-moi je suis un peu long, c'est sur vraiment quelques critères qui vous donnent une idée plus précise déjà des progressions.
En matière de, vous savez, il y a des classements Ease of Doing Business, compétitivité. Alors pour le classement Doing Business, Ease of Doing Business, l'Arabie Saoudite était 92e en 2018 et ils sont 38e en 2020. Vous voyez, il y a un saut assez spectaculaire. Alors il faut prendre tous, bien sûr, ces classements avec un grain of salt, parce que c'est un peu subjectif et parfois très qualitatif, mais néanmoins c'est important. Et puis c'est conforté d'ailleurs par aussi l'indice de compétitivité du World Economic Forum, puisque l'Arabie Saoudite est passée de la 66e place, 66 en 2010, à 36 en 2020. Donc vous voyez, c'est une évolution qui est assez rapide, assez spectaculaire. Bon, c'est vrai que l'Arabie Saoudite est un pays qui traditionnellement était assez compliqué. Et maintenant, on est dans un pays qui se met aux normes d'efficacité occidentale. D'ailleurs, nous avons organisé une mission au MEDEF en mars de cette année. Et on a pu constater qu'il y a un changement vraiment de gouvernance. C'est-à-dire que les projets, l'exécution des projets est suivie de façon extrêmement précise. Et quand il y a des retards, ou ce qui arrive très régulièrement bien sûr, quand il y a des retards, ça remonte directement vers le gouvernement, vers le MBS, qui prend des mesures. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un Saoudien qui fait partie de l'Assemblée consultative, la Shura, qui n'a pas de pouvoir exécutif, mais j'ai demandé d'ailleurs quel était leur rôle. Et on m'a expliqué qu'en fait, ce qui se passait, c'est que les grands ministères devaient faire un reporting à la Shura sur les projets. Et quand il y a des distinctions, quand il y a des gaps entre les propositions, l'état d'avancement des projets et les objectifs, donc la Shura se prononçait là-dessus. Et ils envoyaient donc des rapports au prince. Et il m'a expliqué que les rapports sont analysés immédiatement. Bon, pour l'anecdote, le prince les avait réunis, la Shura, de 23h le soir jusqu'à 4h du matin. Et ils ont regardé tous les projets et il y a immédiatement des actions correctives qui sont prises. Et en particulier, l'administration saoudienne était un peu lourde. En fait, de facto, le statut de fonctionnaire a été supprimé pour pouvoir promouvoir les gens les plus jeunes et les plus actifs. Merci. Donc on comprend que ce programme est crucial pour réduire la dépendance à l'industrie pétrolière. Le programme de la Saudi Vision 2030 est placé sous l'autorité directe du prince Mohammed Ben Salman via le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund. Et donc les entreprises saoudiennes sont évidemment les principales bénéficiaires des grands contrats de construction. Qu'en est-il des entreprises françaises? Comment font-elles pour s'insérer? Quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises dans ces méga contrats? Alors, pour les entreprises françaises, bon, je vais revenir. Je vais pas. D'abord, les opportunités sont très très variées, mais elles sont généralement un peu induites par les grands projets qui sont très emblématiques et qui reflètent la volonté de l'Arabie Saoudite de se moderniser assez rapidement et de créer une nouvelle dynamique. Je ne vais mentionner que quelques-uns, dans des secteurs qui sont essentiellement les énergies renouvelables. J'ai rencontré le CEO d'une très grande entreprise allemande qui m'expliquait que le Moyen-Orient serait probablement le leader de la transition énergétique dans le monde. C'était le leader dans l'énergie classique, ce sera l'énergie, ils seront probablement dans l'énergie renouvelable à cause il y a du soleil 365 jours par an et du vent dans le désert. Enfin, bon, et surtout, il y a des montants financiers colossaux qui sont disponibles. Pour vous donner une idée, le PIF, par exemple, le fonds de pension, a déjà 360 milliards de dollars d'actifs. Et on estime qu'avec la vente d'actifs, les privatisations, ils vont probablement atteindre le trilliard de dollars d'ici 2030, ce qui en ferait un fonds assez voisin du fonds norvégien. Donc pour les grands projets, certains d'entre vous les connaissent, c'est le projet de NEOM. Une ville nouvelle, avec une gouvernance nouvelle, je ne vais pas revenir sur la gouvernance, qui sera une gouvernance privée. C'est-à-dire que bien entendu la ville appartient à l'Arabie Saoudite, mais il y a des tentatives, des essais d'avoir une gouvernance, une forme de gestion de la ville qui soit différente. Donc c'est un espace qui a la taille de la Belgique. Puisque l'Arabie Saoudite, pour vous donner une idée de la surface, c'est 4 fois la France en termes de superficie, c'est 2 200 000 km². Donc Neom est une ville test, c'est-à-dire que c'est une ville qui est ce qu'on appelle une smart city en termes de mobilité, en termes de sécurité, en termes de fourniture des utilities à l'ensemble de la population. Et c'est aussi un test pour en faire une ville parfaitement
neutre en matière de carbone. Donc il y a bien entendu des infrastructures de transport qui sont en train d'être construites. Il y a énormément de construction puisque c'est un projet qui commence de scratch. Et surtout, il y a actuellement en construction, le projet a été lancé, c'est encore au début de la construction. Là, pour l'instant, alors c'est ce que les Saoudiens aiment croire, mais je pense que c'est juste. Ils sont en train de construire la plus grande unité de production d'hydrogène du monde à 6 gigawatts. Qui représente un investissement de 6 à 7 milliards de dollars. Donc c'était remporté par Air Products aux États-Unis, avec Bechtel pour la construction. Et donc ça va permettre de produire de l'hydrogène à partir de l'énergie solaire. Et ce sera probablement une des unités de production d'hydrogène les moins chères du monde. Pour vous donner une idée, apparemment les estimations, ce serait 6 fois moins cher que l'hydrogène qu'on produira en France. Donc bien entendu, une partie sera utilisée pour la ville, mais une grande partie sera utilisée pour l'exportation. Alors là, il y a transformation, je ne suis pas un ingénieur, donc il faudrait m'excuser si je suis très inexact, mais l'hydrogène sera transformé en ammoniac, qui ensuite permet le transport. Et il y a des projets de développement de pipeline vers l'Europe. Et les Saoudiens pensent qu'ils pourraient fournir 25% des besoins de l'Europe en hydrogène. Donc c'est un énorme projet. Donc vous imaginez toutes les possibilités pour aussi bien les grandes entreprises que les plus petites. Un point effectivement que je dois mentionner, c'est vrai que l'Arabie Saoudite est encore largement très très alliés aux entreprises américaines qui ont la grosse partie du gâteau, mais le gâteau est tellement important qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors l'affichage, c'est que c'est une ville qui va exiger 500 milliards de dollars d'investissement. Donc moi je pense que c'est un peu de l'affichage entre nous, mais même s'ils ne dépensent que 50 à 100 milliards, ça reste très significatif. Autre projet important qui traduit aussi l'aspect de volonté de changement culturel. Alula, alors il y a une fondation royale qui a été fondée. La France a obtenu la gestion de ce projet lors d'une réunion entre MBS et le président Macron. C'est un projet de 15 milliards de dollars pour valoriser une ville nabatéenne, la ville de Alula, qui est la petite sœur de Petra, pour ceux qui ont visité. C'est à 750 km au sud. C'était sur la route des caravanes entre la Jordanie maintenant et l'Arabie Saoudite. Et donc c'est un projet c'était un lieu tabou. Jusqu'à une période très récente, il y avait une condamnation qui faisait qu'il était interdit de visiter cet endroit puisqu'il ne pouvait pas exister étant donné que c'était antérieur à Mahomet. Donc le prince l'a réhabilité, c'est devenu un projet, donc Jean Nouvel travaille sur la construction d'hôtels. Il y aura le besoin de 43 km de trains qui seront une fois de plus électriques. Donc là-dessus, la France est très très bien placée puisque c'est Gérard Mestralet qui est président de cette association, qui travaille avec son homologue saoudien. Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a des projets. D'ailleurs, maintenant, les financements sont en train de se discuter pour 2 milliards, un peu plus de 2 milliards sur le système ferroviaire. Donc là, vraiment, il y a des possibilités réelles. Et ça traduit aussi, une fois de plus, l'ouverture de l'Arabie Saoudite qui veut vraiment créer recréer sa culture, retrouver ses sources, puisque il y a un certain nombre de théories sur lesquelles Abraham serait né en Arabie Saoudite. Enfin, de ce qui est maintenant l'Arabie Saoudite. Donc ensuite, autre projet, vous avez un projet aussi de tourisme et surtout d'une ville de divertissement, Adia, à 40 km au sud-ouest de Riyad, 350 km² de parcs d'amusement, de restaurants, d'hôtels qui sont actuellement en développement. Alors le projet est aussi une dizaine de milliards de dollars. Je ne peux pas les citer, mais il y a déjà une belle entreprise française qui a remporté un contrat de construction. Donc visiblement, il y a aussi énormément d'opportunités parce qu'une fois de plus, les chiffres sont tels qu'il y a un besoin de créer tout un écosystème, des infrastructures à partir de zéro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié ? Je les ai ici. Donc c'est Qiddiya, la ville du divertissement. Alors le Red Sea Project, c'est un projet sur la mer Rouge qui est face à l'Égypte et de l'avis même des Égyptiens, c'est la qualité des infrastructures, la qualité de la nature, des plages et tout est bien supérieure à ce que l'on peut voir en Arabie Saoudite. J'y étais récemment, d'ailleurs il y a 2 ou 3 mois. Et en fait, il y a une construction d'hôtels de grand luxe, très grand luxe, pour vraiment encourager
un tourisme qui devrait attirer environ 2 millions de touristes. C'est un peu l'objectif d'ici 4 à 5 ans. Donc vous avez des plages, des îles extraordinaires, du sable blanc. Et c'est un projet effectivement aussi très important. Alors le Red Sea Project, je crois que c'est aussi entre 15 et 20 milliards. Hein. C'est toujours des projets extrêmement importants. Donc voilà. Et Amala, c'est un projet qui est plus modeste, qui est aussi un investissement dans le tourisme, mais qui va aussi requérir énormément de prestations. Voilà, donc beaucoup d'opportunités pour les entreprises françaises, hein, comme on le voit. Dans le cadre de ces grands contrats, donc l'Arabie Saoudite est un marché qui n'est pas facile. Est-ce que l'Arabie Saoudite fait quelque chose pour faciliter l'insertion de ces boîtes ? Quels obstacles est-ce qu'elles peuvent rencontrer ? Alors, le premier obstacle pour les entreprises françaises, c'est la concurrence. Ce que je vous dis là, vous savez, je n'ai rien inventé, la plupart des pays dans le monde l'ont compris. Et parfois, à mon grand désespoir, même pendant le Covid, j'ai pu constater que les entreprises françaises et les politiques français étaient en Arabie Saoudite. Hein. Les grandes entreprises allemandes, les entreprises espagnoles, les entreprises italiennes sont tous dans la région et ils y vont physiquement. Le ministre des Affaires étrangères italien était avec MBS dans le désert au moment où personne en France n'osait aller en Arabie Saoudite. Le CEO de Siemens passe son temps en Arabie Saoudite. Donc c'est très important, ça c'est vraiment, il faut l'avoir en tête, c'est un marché qui est très concurrentiel parce qu'effectivement la plupart des entreprises, la plupart des gouvernements ont compris que c'était un des grands pôles de développement dans le monde et qu'il y a tellement à construire que c'est vraiment un endroit où il faut s'investir de façon très très significative. Le second point, c'est la difficulté d'identifier les bons interlocuteurs. C'est clair que c'est un pays où il faut passer beaucoup de temps pour identifier les decision makers. Enfin, c'est un peu partout pareil. D'ailleurs, là-dessus, je vais faire un peu la pub du MEDEF. Nous venons de signer un accord avec le ministère de l'Investissement, dont le ministre est l'ancien chairman de Saudi Aramco et l'ancien ministre des Finances. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence et qui est très respecté dans la communauté. On l'a rencontré récemment. Il est venu en France il y a une quinzaine de jours. Et donc on a conclu un accord pour justement échanger de l'information entre la France et l'Arabie Saoudite, organiser des webinars, organiser des missions pour associer les entreprises françaises. Et là, je vous donne un exemple qui ne concerne pas l'Arabie Saoudite. Vous savez que, là on peut en parler, c'est Technip qui a remporté un très gros contrat au Qatar pour 8 milliards de dollars. Et on a organisé un webinar avec les entreprises de taille moyenne pour connaître, pour donner aux entreprises un peu la feuille de route sur la façon de traiter les appels d'offres et de pouvoir travailler ensemble. Parce qu'il est évident que, je dirais que c'est un peu notre faiblesse en France, on ne travaille pas en pack. Quand vous avez les Allemands, les Italiens, les Espagnols, tout le monde s'est réuni et on se bat. On se bat pas. Enfin, on a notre aspect un peu gaulois qu'il faut un peu discipliner et faire en sorte que les entreprises travaillent ensemble. Et une fois j'étais en Arabie Saoudite, j'avais demandé au ministre de l'Énergie ce qui ferait que la France pourrait être leader sur, en particulier l'énergie. On est quand même dans tous les secteurs de l'énergie, depuis l'ingénierie jusqu'au nucléaire. Et il m'avait répondu de façon très spontanée, faites comme les Coréens. Les Coréens ont organisé un groupe énergie, et bien une fois par mois, nous avons un conf call informel où les entreprises parlent de leurs projets avec nous et on fait une synthèse. Donc ça, effectivement, si je peux, c'est un peu compliqué, mais si je peux vous encourager, c'est vraiment de travailler en coopération, en osmose très fort avec les entreprises françaises. Le dernier point, il y a les aspects de droit du travail qui s'améliorent. Il faut saoudiser. Il y a une pression pour en permanence avoir plus d'employés saoudiens. C'est une vraie pression, mais c'est géré de façon assez pragmatique. Nous-mêmes, on connaît ce sujet. Au fond, les Saoudiens deviennent beaucoup plus pragmatiques que par le passé. Et donc, c'est un sujet qui est parfaitement gérable. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Oui, bonjour. J'ai eu écho récemment d'entreprises présentes en Arabie que la convention bilatérale entre la France et l'Arabie Saoudite, en particulier sur la fiscalité, était remise en cause. Vous avez des sujets... Écoutez, là, vous ouvrez un sujet, malheureusement, je ne suis pas au courant. C'est fort possible qu'il y ait des discussions. Hein, mais j'avoue que je n'ai pas l'information là-dessus. Je pourrais revenir vers vous. Moi, j'ai une question concernant les boîtes anglo-saxonnes
qui elles sont très familières du marché saoudien. Est-ce qu'elles sont avantagées par rapport aux entreprises françaises ? Bon, écoutez, il faut être assez lucide. Hein. C'est un pays qui était, c'est pas par hasard s'il était considéré comme un État américain, le 51e État américain, étant donné les relations très privilégiées depuis que Truman avait signé un accord avec les Saoudiens. Donc c'est vrai que les Américains sont très présents. Mais vous savez, je crois que maintenant, et on le voit dans toute la zone du Moyen-Orient, c'est l'excellence qui fait la différence. Il y aura toujours des éléments politiques, mais en ce moment, il est clair que les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis sont plus compliquées. Le premier client maintenant de l'Arabie saoudite est la Chine. Hein, ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Et ensuite, je crois que c'est l'Inde. D'ailleurs, à ce stade, c'est important de savoir aussi que les pays du Moyen-Orient se tournent de plus en plus vers l'Asie. Hein, vers en particulier l'Asie du Sud-Est, aussi l'Afrique. Beaucoup de compagnies du Moyen-Orient se tournent vers l'Afrique du Sud-Est. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des positions assez fortes des entreprises américaines dans ces pays. Mais vous savez, maintenant, toutes les entreprises européennes sont sur ce marché. Et je crois que, sans faire preuve d'angélisme, c'est vraiment la qualité de nos produits, la qualité de nos prestations qui pourra nous aider. Et une fois de plus, travailler en consortium, travailler ensemble sur des appels d'offres parmi les entreprises françaises, ce sera un plus. Vous savez, c'est très... Je vais vous raconter une anecdote aussi qui était au Moyen-Orient, je ne vais pas citer d'où ça vient. C'était un grand projet d'unité de production électrique. Et l'émir racontait qu'il avait d'un côté la France, de l'autre côté les Coréens. Les entreprises françaises sont arrivées en ordre dispersé, se critiquaient les unes les autres d'ailleurs pendant les présentations. Alors qu'il me dit les Coréens sont venus, il y avait un seul consortium et tous les intervenants s'appelaient Mr. Kim. Vous comprenez, quand on doit décider, on dit bon allez, ça va chez Mr. Kim. Bon, c'est un peu un réducteur, mais c'est un peu vrai. Hein. Il faut bien avoir en tête que pour que la France réussisse, il faut qu'on soit groupé. Bonjour, merci pour votre intervention. Mathieu Jacquet des Cafés Richard. Est-ce que vous sentez un shift entre la méthode habituelle de pénétration du marché Moyen-Orient, Dubaï, on s'installe plutôt aux Émirats, et ensuite on pénètre sur l'Arabie Saoudite, ce qui se faisait beaucoup sur les marques, en grande consommation, en retail de luxe, ce qui se fait aussi sur les restaurations. Est-ce qu'il y a un shift aujourd'hui, on ne passe plus par la case Dubaï et on va directement sur l'Arabie Saoudite? En tout cas, nous, on l'a ressenti sur certaines industries. Vous mettez le doigt sur un sujet très important en ce moment, qui fait couler beaucoup d'encre. J'essaierai d'être indépendant parce que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Dubaï. Mais très franchement, les Saoudiens ont déclaré que pour que les grands groupes puissent décrocher des contrats, ils devraient avoir leur centre régional en Arabie Saoudite. Hein. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, Abu Dhabi a réagi très violemment. Il y a même eu suspension des vols pendant un certain temps entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Bon, ça c'est réglé. Hein. Ce sont toujours des sujets un peu épineux, mais à la fin de la journée, tout le monde s'entend. Donc, ce qui est vrai, c'est que traditionnellement, comme vous le précisiez, les stratégies sur le Moyen-Orient étaient à partir de Dubaï ou d'Abu Dhabi. C'est en train de changer. Alors, une fois de plus, ce sera assez pragmatique. Mais la tendance est là. Et en particulier, les grandes banques réfléchissent à ça en ce moment, sur la localisation de leur head office dans la région. Mais vous remettez aussi le sujet sur le fait que pour réussir en Arabie Saoudite, comme partout, mais surtout en Arabie Saoudite, il faut manifester une très grande présence. J'encourage, pour ceux qui peuvent le faire, d'avoir une représentation locale, parce qu'il faut passer beaucoup de temps à rencontrer les gens, à bâtir des relations de confiance. La confiance est absolument clé. Et on a besoin d'échanger, et pas seulement par webinar, pour faire du business en Arabie Saoudite. Il faut se déplacer, il faut rencontrer, il faut aller passer des week-ends dans le désert avec des Saoudiens. Là, j'étais invité par un Saoudien, je l'ai passé un week-end dans le désert avec eux. Il paraît que c'est très agréable, donc il ne faut surtout pas se priver de ce plaisir. Mais c'est vrai maintenant, je crois qu'il faut avoir une approche assez très locale. Bon, l'Arabie Saoudite représente 60% de l'économie du Moyen-Orient, c'est quand même de très loin la première économie. Et je crois que vraiment il y a des places à prendre. Et effectivement, si je peux me permettre, c'est de vous encourager à avoir une présence locale autant que faire se peut.
Bon, ça ne veut pas dire que tout doit être centralisé là-bas en termes d'administration et tout. Et je pense que pour les entreprises de taille moyenne, la pression pour transférer les sièges sociaux sera moindre. Ce que veulent les Saoudiens, c'est probablement avoir quelques scalps, c'est-à-dire quelques grands noms d'entreprises françaises, allemandes, américaines, qui annonceront qu'elles déplacent leur siège social des Émirats vers l'Arabie Saoudite. Mais c'est vrai que c'est une tendance assez lourde. Une autre question peut-être ? 5 minutes. Bonjour, Frédéric Baraguet. Comment votre banque se positionne sur le secteur ? Quels investissements vous pratiquez et quelles sont les ambitions de votre banque au développement local en accompagnement des sociétés françaises ? Merci. Alors, je parle sous tout contrôle, je suis conflicté là. Je suis conflicté. Écoutez, d'une manière générale, toutes les banques françaises s'intéressent vraiment de très près à l'Arabie Saoudite. En fait, la mienne était la seule à avoir une filiale en Arabie Saoudite que nous avions créée en 1947. Mais bon, c'était dans un esprit de banque purement locale, essentiellement. Donc maintenant que l'Arabie Saoudite s'ouvre, toutes les banques, et pas seulement les banques françaises, les Suisses, les Allemands, les Américains, même Citibank est revenu. Citibank, ils ont été mis en enfer pendant exactement 20 ans, puisqu'ils avaient fermé leurs opérations en Arabie Saoudite, qui étaient colossales après les attentats du 11 septembre. J'ai vu le patron de l'Arabie Saoudite, il me dit, de Citi, il me dit, bon, maintenant, ça y est, j'ai une filiale. Donc maintenant, toutes les banques s'installent là-bas. Et bon, je ne vais pas faire de la pub pour nous, mais c'est vrai que ce que cherche l'Arabie Saoudite, c'est à améliorer et préserver son accès aux capitaux internationaux, soit en empruntant auprès des banques. Je veux dire que les banques françaises ont toutes, enfin les plus grosses ont répondu oui depuis 3 ou 4 ans, donc ça c'est clair. Ensuite, sur les accès aux capitaux étrangers, l'Arabie Saoudite a une très bonne note, ils sont singlés, ils ne sont pas très endettés, donc ils vont sur les marchés à des conditions très compétitives quand ils le veulent. Ensuite, ce qui est très important, c'est le fait que pour les institutions financières, l'Arabie Saoudite est assez simple. En fait, il y a le Pension Investment Fund qui rapporte directement à MBS, qui est chargé en fait de la stratégie économique du pays et qui intervient de plus en plus, y compris dans les entreprises. C'est eux qui définissent le droit des entreprises à verser des dividendes pour éviter qu'effectivement il n'y ait pas assez de réinvestissement. Et donc le PIF gère ce sujet, c'est eux qui sont les pivots qui empruntent. D'ailleurs, quand vous avez des projets, il faut remonter, c'est pas mal de remonter vers le PIF, qui est une organisation extrêmement vaste maintenant, et où je les ai rencontrés à plusieurs reprises, ils ont vraiment des gens spécialisés par secteur qui pourront vous guider, qui pourront vous aider. C'est pas encore parfait, mais ça c'est une progression très très forte. Et généralement, j'ai en tête une entreprise française, une ETI qui a brillamment réussi en Arabie Saoudite. C'est un mélange d'association avec un partenaire privé local et de bons contacts avec ce PIF. Et c'est vrai qu'il y a une osmose maintenant très forte entre les deux. Et donc, c'est vraiment le moyen de pénétrer assez vite. Alors, les banques aident beaucoup. Nous sommes tous je parle des banques françaises, nous sommes tous soucieux d'aider les entreprises françaises dans ce pays. Ce que je vous conseille, c'est d'approcher vos banquiers à Paris, de les tester et que le meilleur gagne entre les banques françaises. Sur ces belles paroles, y a-t-il une dernière question ? Non ? Bien, merci beaucoup Régis Monfront pour votre intervention. C'était vraiment très enrichissant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Ce que j'espère, c'est de vous rencontrer quand vous passez à Dubaï. Vous voyez, ou même je me déplace beaucoup en Arabie Saoudite. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. Pour rappel, l'atelier est disponible en replay sur YouTube. Et on vous retrouve dans 10 minutes pour un atelier sur l'hydrogène.